Donc, nous sommes les 2 intervenants. Donc pour ma part, je suis, Victor Bison, l'ingénieur d'affaires, en infogérance, pour, le Maine-et-Loire. Bon, le 49 est un petit peu au-delà, les limitrophes également. Donc voilà, je suis là pour, co-animer, avec Romain, mon collègue, ingénieur technico-commercial, qui va rentrer beaucoup plus dans la technique, que moi sur le sujet des sauvegardes. Bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc, Romain Herriot, donc je suis ingénieur technico-commercial pour Vfleet et avec l'entité notamment OMR, donc plus dédié sur la partie infogérance, système, infrastructure et notamment la partie sauvegarde qui nous concerne aujourd'hui. Et pour la petite information, moi je suis basé sur le secteur de la Vendée, 85, mais on couvre forcément un peu plus large sur nos activités. Voilà. Alors avant de démarrer, la présentation, ce que je vous propose, c'est de nous assurer que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Vous avez le petit onglet «Réagir», un petit pouce en l'air nous permettrait de savoir si c'est OK pour vous? Ah, très bien, Ouais, ça me paraît plutôt bien parti dans ce cas. c'est que la technique fonctionne, c'est déjà ça. Ouais. Parfait. OK, merci pour vos réactions. Bah, je vous propose, on va pouvoir commencer. Donc, bah, toute présentation commence par un sommaire, hein. On va voir, comment on va organiser cette présentation. Donc on commence bien sûr par, la présentation du groupe Vfleet. Donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà notre organisation qui on est. Vous avez déjà des contacts, privilégiés, au sein de notre groupe, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je vais me permettre de faire une rapide présentation. On va pas rentrer trop dans le détail non plus. Ensuite, on va, rentrer dans le vif du sujet, avec Romain, donc via un préambule. On va, expliquer, les sauvegardes, pourquoi protéger l'ensemble de vos données, à quoi ça sert. Bon, ça paraît évident comme ça, mais voilà, ces notions-là ont aussi évolué. Et donc, bah, pour pallier à ça, il y a des bonnes pratiques organisationnelles déjà de base, des solutions techniques et également, bah, il faut s'assurer du suivi, des sauvegardes. Et bien sûr, au final, la petite animation qui est arrivée un petit peu après, une conclusion et des questions et des échanges comme je vous le disais tout à l'heure. Donc la présentation du groupe Vfleet, vous facilitez l'IT, qui sommes-nous? Donc, on est, le groupe Vfleet, c'est, la concentration de 6 sociétés historiquement basées dans le nord Grand Ouest de la France. Donc on couvre aujourd'hui, 4 régions. On est répartis sur 13 agences. Comme pour les départements, on déborde aussi un petit peu, avec les limitrophes par rapport à ces secteurs-là. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est environ 260 collaborateurs, pour 32 millions de chiffre d'affaires, l'année dernière. Depuis 15 ans maintenant, le groupe Vfleet est inscrit comme partenaire de proximité indépendant, régional et multimarque. Chaque entité du groupe nous permet d'apporter une réponse globale à votre système d'information. Et donc, nous sommes dans un esprit de complémentarité des métiers de l'IT et ce, toujours en mode projet, donc avec des avant-ventes certifiées, de la coordination de projet et de l'accompagnement sur mesure, pardon, dans le temps, avec nos responsables opérationnels de compte. Donc les 5 principaux, métiers du groupe Vfleet, donc voilà, on a 5 domaines d'expertise sur lesquels on va avoir, des ingénieurs certifiés, donc notamment la partie télécom, donc ça va de la fourniture de liens, enfin de liens d'accès à internet professionnels, en passant par la téléphonie, qui peut être, localisée sur site ou également hébergée, chez l'éditeur ou dans nos data centers.
La partie sûreté, ça va être, le contrôle d'accès avec, possibilité de protéger un site, via des digicodes ou des badges magnétiques, à la vidéosurveillance où on va également installer des caméras pour avoir un contrôle de ce qui peut se passer, autour des bâtiments et dans les bâtiments si nécessaire. Les applications de gestion, donc aussi bien pour, la partie comptabilité, gestion commerciale ou la paye, on a différents partenariats. Il y a d'ailleurs, certains sujets de webinaires qui vont arriver sur ces différents sujets, et qui sont, autour de nos centres de notre centre de compétences, au Sage 100, également EBP et Altaïs pour la partie RH. Bien évidemment, une grosse partie de notre métier, c'est l'infrastructure informatique, la virtualisation, le stockage, la sauvegarde, c'est le grand sujet, du jour, l'hébergement, et la sécurité, du LAN et du WAN. N'hésitez pas à poser en question sur certains sigles, certains raccourcis qui pour nous, sont une habitude, vous paraissent, un peu compliqués, en compréhension, nous saurons vous le préciser. Enfin, la cybersécurité, hein, donc aujourd'hui, nous avons un service, on a le label Expert Cyber qui nous permet, d'avoir 5 personnes dédiées à la cybersécurité au sein du groupe Vfleet, pour, vous proposer, aussi bien de l'audit de sécurité, du test d'intrusion pour solliciter votre système et identifier les failles, parce qu'il en existe toujours. Ce qui est important, c'est de voir à peu près en combien de temps on peut rentrer dans un système pour voir si on est, suffisamment sécurisé. L'hameçonnage et sensibilisation auprès des utilisateurs, ça c'est une solution un peu plus défensive, mais qui est très importante, par rapport à la cybersécurité parce que, il est identifié que, la principale faille dans un système reste l'humain et donc aujourd'hui, il faut sensibiliser ses utilisateurs. Leafly, c'est un service client unique. Donc là, on vient de parler, de différents métiers, de différentes sociétés qui portent des domaines d'expertise. Donc on s'appuie sur un système d'information qui est au cœur du digital, et en mobilité pour tous nos techniciens, donc qui communiquent en temps réel avec, des applications de gestion. Et donc, ce qui nous permet d'apporter une réactivité, une transparence, sur toute notre démarche d'accompagnement. Donc aujourd'hui, un service client unique, donc quel que soit le métier, sur lequel, vous êtes amené à travailler avec le groupe Vfleet, vous avez, un seul point d'entrée, qui peut se décliner, soit par une interface web qui s'appelle le Docom chez nous, soit directement par mail ou également par téléphone. Un rapide focus sur le Doocom qui est un outil, dont nous sommes plutôt fiers, donc c'est pour ça qu'on se permet de le présenter aussi, un petit peu aujourd'hui. Donc certains d'entre vous le connaissent bien et l'utilisent déjà. Le Doocom, c'est vraiment un outil de suivi. Donc on a, un niveau d'information qui va être équivalent entre, nos techniciens, notre partie aussi également support et administration et commerce, pour, pour avoir, vos différents contrats, l'accès à vos factures, la photo de vos baies ou de vos installations, vos schémas techniques, et donc également tout ce qui va être, la création de démarches d'intervention, donc la création de tickets notamment en demande d'intervention curative, et le suivi après derrière de ces différentes interventions. On va y trouver également la possibilité d'y saisir, des informations dans la partie main courante pour, quand on a une intervention de technicien qui est prévue au sein de nos locaux pour du préventif, du coup pouvoir, plus facilement, noter excu excusez-moi, attendez, juste je fais rentrer quelqu'un qui est en train d'arriver, hop. Voilà, donc la main courante qui nous permet en fait de noter les différentes questions de la prochaine intervention technicien sur la partie préventive. Voilà pour la partie présentation rapide, du groupe Vfleet. Là, aujourd'hui, je vais passer, la main à Romain Herriot pour, rentrer plus dans le vif du sujet qui est, la sauvegarde.
C'est bon pour toi, Romain? Ouais, exactement. Merci Victor. Ouais, c'est bon de mon côté. Donc en effet, je vais prendre un petit peu la suite, de cette présentation pour, rentrer en effet dans le vif du sujet, qui nous concerne ce matin. Donc, les stratégies de sauvegarde, donc on a choisi de faire un focus sur les sauvegardes un peu généralistes, vous allez voir. On va rentrer un petit peu dans quelques détails techniques, mais pas forcément vous présenter tout en détail une solution technique très précise. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire ce matin, on pourra très bien le faire dans un second temps au besoin. L'idée, c'est de vous repasser des informations générales importantes que tout le monde doit connaître aujourd'hui dans les entreprises ou même de manière un petit peu personnelle aussi pour les sauvegardes de ces données. Voilà, donc c'est de vous donner ces informations-là, les stratégies, comment mettre en place des choses qui ne sont pas forcément très difficiles à mettre en œuvre, mais qui ont une importance pour la pérennité de vos données et de vos structures. Voilà, donc c'est le sujet des sauvegardes, c'est simplement vous faire parler de ça, et on va partir du principe ce matin qu'on parle de la sauvegarde pour se dire: «C'est notre dernier recours en cas de sinistre». On va parler de sinistre parce que ça arrive malheureusement parfois des sinistres de type environnementaux, ou incendies, voilà, on a un exemple sur cette image-là. Ça peut arriver malheureusement, un incendie, une inondation, vraiment un dégât majeur. Il faut potentiellement avoir des sauvegardes de ces données côté informatique. Alors bon, dans un cas d'incendie, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, hein, avec des notions de production, de matériel, ainsi de suite. Donc c'est différent. Mais bon, avoir une sauvegarde de ces données, c'est important dans ces cas-là. Et le deuxième facteur aujourd'hui qui est très important, c'est forcément se protéger aussi contre les attaques de type cyber, hein, ransomware, virus, tous les différents termes que vous connaissez tous aujourd'hui, puisque si on reprend quelques chiffres rapidement, hein, c'est clairement des notions quotidiennes aujourd'hui, hein. Les grands chiffres, c'est on a une hausse de plus de 400% des cyberattaques depuis la crise sanitaire, donc depuis le début de la crise Covid, on a plus de 400% d'attaques cyber en plus. Donc c'est vraiment important. On estime qu'en 2022, une entreprise sur 2 a subi une attaque qui a été plus ou moins importante, hein. Mais sur les attaques qui aboutissent, on constate une perte moyenne du chiffre d'affaires d'environ 27. Donc c'est vraiment pas neutre. Les PME et les micro-entreprises, donc on va dire plutôt les secteurs qui nous concernent aujourd'hui, hein, il y a d'autres chiffres pour les gros groupes ou les environnements un peu plus particuliers du type les administrations, les hôpitaux, choses comme ça. Si on se focalise sur les PME et les micro-entreprises, ça représente 69 l'année dernière, sur 2022, des notifications qui ont été faites concernant les violations de données personnelles ou des attaques. Donc c'est 69 des attaques ont ciblé quand même les PME et les micro-entreprises. Donc c'est quand même une très grosse partie. Voilà pour ce petit préambule. On va vous parler de sauvegarde. Donc les sauvegardes, ça doit concerner l'ensemble de vos données, pas forcément tout de manière uniforme, on va dire, mais il faut couvrir l'ensemble. Donc comment on fait ça? Il faut en parler déjà. Donc c'est l'objet de ce matin, parce que pourquoi faire des sauvegardes? Donc vous avez peut-être mis en place un système d'information en interne ou en externe, quelque chose qui a été vraiment construit pour votre structure, avec des personnalisations, des systèmes qui s'imbriquent entre eux, des communications entre différents éléments, donc quelque chose qui a été construit au fil de l'eau, au fil du temps, et ce serait dommage de le perdre, de perdre cette structure-là qui a été mise en place, et de perdre ce travail qui a été fait tout au cours du temps. Donc c'est important de sauvegarder les systèmes, et forcément dans ces systèmes-là, vous allez avoir des données critiques ou pas critiques, mais des données qui concernent votre structure, et forcément, on va essayer de sauvegarder l'ensemble de ces données-là. Pourquoi en parler aujourd'hui? Ça nous semble très important. Il faut éviter d'arriver dans la situation qui s'affiche avec la petite image, on ne sait pas.
on se pose des questions. Alors, se poser des questions, c'est bien. En fait, il ne faut pas arriver dans une situation où personne ne sait clairement comment ça se passe. Il faut que la sauvegarde soit formalisée, on va le voir un petit peu après, testée, ainsi de suite. Et le problème, c'est que quand on ne fait pas de travail associé aux sauvegardes, généralement, on découvre toujours trop tard les problèmes liés aux sauvegardes ou qu'il y a des incompréhensions entre les différents acteurs. Je pensais que c'était un tel qui se chargeait de sauvegarder ça, je pensais que c'était un tel, ainsi de suite, que c'était dans mon contrat ou pas, ainsi de suite. Donc il ne faut pas arriver à la situation où on découvre les soucis après, et malheureusement, des fois, c'est trop tard. Et donc, un petit dernier point, c'est que doivent-elles inclure? C'est forcément l'ensemble de vos données. Donc, de base, généralement, on pense tout de suite aux sauvegardes de ce qu'on a en interne dans la structure. Donc, on peut avoir des données sur un ordinateur, sur des serveurs, sur des systèmes internes. Donc, généralement, on met en place des systèmes de sauvegarde associés à ça. Mais également, il faut qu'on parle des données qui sont à l'extérieur des structures. Potentiellement, vous avez peut-être vos emails qui sont stockés à l'extérieur. Vous avez peut-être des données comptables avec des services externalisés pour la gestion, pour la paye, pour des données RH. Il faut s'assurer que toutes ces données qui sont potentiellement critiques pour votre structure sont bien sauvegardées. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour poser des questions. On ouvrira de toute façon, comme l'a dit Victor, une session plutôt plus complète de questions-réponses à la fin. On va rentrer dans quelques bonnes pratiques organisationnelles, donc quelques éléments à vous donner. Avant de parler vraiment de solutions techniques, il y a déjà des choses qu'il faut faire, un premier travail à faire avant d'entrer dans la technique, c'est le travail lié à vos données. Le premier point, c'est recenser où sont mes données. Vous pouvez avoir des données importantes sur des serveurs, dans vos emails, dans des fichiers, peut-être sur des postes. Vous pouvez avoir des données de production ou à l'extérieur, des choses particulières. Donc, il faut faire un premier travail, plus ou moins exhaustif, mais on va essayer d'être le plus complet possible, de recensement de où sont les données. Ensuite, une fois qu'on a identifié tout ça, il faut définir un niveau de criticité sur ces données qui ont été identifiées pour l'activité, en fait. Quel est l'impact demain si je perds pour une raison X ou Y, si je perds mes emails, quel est l'impact si je perds des fichiers bureautiques, quel est l'impact si je perds des fichiers de production, des projets de CAO, des choses comme ça. Et pour chaque type de données, eh ben, voilà, on va essayer de mettre un curseur plus ou moins élevé pour définir derrière une stratégie de sauvegarde associée à ça, en fait. Un petit dernier point qui peut être important dans certains cas, c'est bien de se poser la question et de se recenser les risques et obligations liées à l'emplacement, au type de mes données et à l'activité de l'entreprise. J'entends par ça, vous êtes sur potentiellement votre structure est sur un emplacement où il y a régulièrement des inondations. Bah, il faut le prendre en compte. Vous avez une activité, je vous donne un exemple de production agroalimentaire, bah, vous avez des obligations de conserver, je suppose, d'archiver des données pour des lots de fabrication, des choses comme ça. Donc peut-être qu'il faut le prendre en compte dans la sauvegarde. Ainsi de suite. Donc, c'est voilà, faire un petit travail dans ce sens-là. Et tous ces éléments-là doivent vous permettre de définir ce qu'on va appeler une politique de sauvegarde pour vos données. Donc, la politique de sauvegarde, c'est vraiment ce travail-là. On ne rentre pas encore dans la technique. On verra après comment on fait. Mais c'est écrire, voilà, où sont mes données, est-ce qu'elles sont critiques ou non, est-ce que j'ai des obligations particulières d'archivage, de conservation, ainsi de suite. Et c'est d'écrire ça. Et une fois qu'on a décrit ça, on l'écrit, on le valide, et il faut que ce soit validé par différents acteurs en interne. Ça peut être forcément le service informatique, mais ce n'est pas forcément leur rôle principal. Là, on parle plus de process un petit peu liés à la qualité, à la direction générale, à la direction industrielle, ainsi de suite, pour se dire, il faut écrire ça et valider ça. Ça va nous permettre, en fait, derrière, de rentrer dans ce qu'on va appeler un cycle vertueux qui va nous permettre de bien travailler sur les sauvegardes. Donc, le premier point, le recensement des données, on vient d'en parler. Ça nous permet d'écrire une politique de sauvegarde. Donc, la politique de sauvegarde va définir ce qu'on sauvegarde, quand on le sauvegarde et potentiellement vers quoi on doit aller le sauvegarder.
Cette politique, on l'écrit, on la valide. Derrière, on va pouvoir passer à l'étude et la mise en œuvre technique. Aujourd'hui, il existe beaucoup de solutions techniques pour faire des sauvegardes de données, des sauvegardes de système. Donc, il ne faut pas attaquer le chantier par choisir une solution technique. Il faut attaquer vraiment le chantier par écrire la politique de sauvegarde et ensuite choisir la solution technique qui va permettre de répondre à la politique de sauvegarde qui a été écrite. Donc, on choisit les systèmes, on met en place toute la partie technique. Une fois que c'est en place, on repasse à une phase d'écriture avec ce qu'on va appeler plutôt le plan de sauvegarde. Donc, c'est comment on réalise les sauvegardes pour être en conformité avec la politique qui a été définie. Donc ça doit être écrit, ça doit être de nouveau validé et forcément tenu à jour parce que parfois on fait des modifications à droite à gauche dans les systèmes, donc il faut repasser dessus pour que ce soit bien à jour. Le dernier point dans ce cycle vertueux qui est très important, on va le détailler un petit peu après, c'est de faire des tests d'intégrité de vos sauvegardes. Une fois que tout est mis en place, eh bien, régulièrement, il faut faire des tests de restauration. Il faut valider les process, c'est-à-dire que voilà, on sait bien aller dans le logiciel, on sait agir pour lancer une restauration de tel type, par où il faut aller, comment ça se passe, s'il faut mettre en place des process particuliers ou pas. Et ça permet également de valider les durées de restauration, élément qui peut avoir son importance forcément. Il faut pas découvrir quand on doit tout restaurer que potentiellement ça peut prendre 2 jours, ça peut arriver. Il faut valider avant, il faut faire des tests pour savoir combien de temps ça prend et définir si c'est acceptable ou pas en fait. On vous avait remis un petit cercle à côté qui n'est pas intégré réellement dans ce cycle-là, qu'on va appeler le cercle de plan de gestion de crise. Donc ça, c'est des questions à se poser à côté, parce que le plan de gestion de crise, c'est plus vaste que ça. Mais c'est bien d'y réfléchir et de savoir de comment s'écrire des choses pour se dire, en cas de problème majeur, comment j'agis. Quels sont les contacts que je dois inclure dans la crise, comment on s'organise, comment j'agis. Donc c'est potentiellement commencer à réfléchir à des choses comme ça. Voilà pour cette partie. On va continuer un petit peu sur les bonnes pratiques, toujours un petit peu, pour vous parler de stratégie de sauvegarde et de règles. On parlait historiquement d'une règle qui s'appelait la règle 3-2-1. Pour définir les sauvegardes. Elle a un petit peu évolué dernièrement. Alors, dernièrement, il y a quelques temps déjà, mais bon, avec les évolutions que vous connaissez sur les virus, les attaques cyber, ainsi de suite, pour passer sur une règle qu'on appelle maintenant le 3-2-1-1-0, qu'on va détailler rapidement pour aller plus loin dans la protection de vos données. Le début, c'est avoir 3 exemplaires de vos données, ça ne change pas. Donc généralement, on a un exemplaire qu'on a en production. Et généralement, on passe par 2 sauvegardes de ces données-là pour en conserver 3 exemplaires au total. Ces données, ces sauvegardes ou ces données de production, on va les stocker au minimum sur 2 types de supports différents. Généralement, on a un stockage disque de type disque, donc sur des serveurs, sur des stockages disques, tout ce que vous voulez pour stocker vos données. Et on va intégrer également un deuxième type de stockage dans la boucle. Ça peut être envoyé sur du cloud, ça peut être, on va le voir après dans des exemples, des stockages sur des bandes magnétiques de type LTO, sur des notions un peu plus particulières maintenant de ce qu'on va appeler du stockage objet, voilà, différents types de possibilités pour stocker vos données. C'est important. Le premier petit 1 qui apparaît, il est nécessaire aujourd'hui de stocker un jeu de vos données physiquement sur un autre site que le site de production. Là, on veut se protéger contre les risques environnementaux, on veut se protéger contre un incendie, contre un dégât des eaux majeur, contre un vol, ainsi de suite. Donc il faut sortir de l'emplacement physique de la production un autre jeu de données. Donc généralement, on s'appuie sur la sauvegarde, sauf sur des systèmes un peu plus avancés où on peut avoir de la production répartie sur différents sites. Là, l'élément le plus simple, c'est de sortir un jeu de sauvegarde de votre emplacement physique de production. On verra après les différentes possibilités techniques rapidement qui s'offrent à vous pour faire ça. Le deuxième petit point 1, c'est de stocker un jeu de données sur un support hors ligne ou ce qu'on va appeler un stockage inaltérable. Donc là, on cherche à se prémunir contre les risques d'attaque
informatique, donc de type attaque cyber, ransomware, mais également potentiellement contre le risque de malveillance ou de mauvaise manipulation. On va stocker un jeu de sauvegarde sur un support qui ne peut pas être modifié. Donc on entend par ça, par exemple, une bande magnétique LTO. Une fois qu'elle est sortie de son lecteur, qu'elle est stockée potentiellement dans un coffre ou un autre emplacement, tant qu'on n'a pas réintégré cette bande-là dans un lecteur, on ne peut pas agir dessus, on ne peut pas aller effacer ce qu'il y a dessus. Et on a de la même manière aujourd'hui des systèmes informatiques qu'on va appeler de stockage inaltérable, qu'on configure de manière très spécifique, qui fait que les données qu'on stocke dessus pendant un temps donné, ne peuvent pas être modifiés, ne peuvent pas être corrompus, ne peuvent pas être écrasés, supprimés, même depuis, on va dire, les interfaces d'administration de sauvegarde. Si on fait une mauvaise manipulation, en fait, les données sur ces systèmes-là ne sont pas altérées derrière, elles restent propres et disponibles. Le dernier point sur cette règle de sauvegarde, le petit 0 qui correspond en fait à réaliser, on en a parlé déjà, régulièrement des tests sur l'intégrité des jeux de sauvegarde. Il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien régulièrement et qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Voilà, donc là, c'est cette règle qui a évolué au fil du temps, qu'on appelait le 3-2-1. On a rajouté des petits points pour passer ce qu'on appelle maintenant 3-2-1-1-0. 3 exemplaires de vos données, 2 supports différents, un jeu de données à l'extérieur, un jeu de données qu'on ne peut jamais modifier. Et tout ça, on le teste, on le valide très régulièrement pour s'assurer que tout fonctionne bien. J'espère que je suis clair dans mes explications. On continue un petit peu. Quelques solutions techniques. Alors, avant de vous parler vraiment purement solutions techniques, un peu plus dans le détail, alors on va rester sur une présentation, on ne va pas rentrer dans les détails purs techniques. Quelques éléments, donc là on cherche réellement, on ne va pas parler du système de sauvegarde simple, basique, qui est mis en place normalement, généralement partout. On va vous présenter quelques solutions qui vont vous permettre justement d'augmenter le niveau de protection de votre entreprise par la sauvegarde des données. Donc en externalisant et en protégeant les sauvegardes. Donc là, on cherche à traiter les petits 1 de la règle qu'on vient de voir juste avant, comment on externalise ou comment on protège les sauvegardes des attaques. Quelques chiffres pour vous donner ces éléments-là concernant les sauvegardes. Donc ça, c'est des chiffres qui sont extraits d'un rapport, vous aurez la source juste après, de 2022. Sur 2022, vous avez 88% des attaques cyber, donc des attaques qu'on appelle par ransomware, qui cherchent à infiltrer votre réseau et à chiffrer vos serveurs, vos données, vos postes. 88% de ces attaques-là ont tenté d'infecter les cibles de sauvegarde. Et sur l'ensemble, 75% de ces attaques-là, de ces tentatives, ont abouti. Donc dans 75% de ces cas, les sauvegardes des données ont été partiellement ou complètement corrompues, chiffrées, et sont donc inutilisables derrière pour restaurer vos données. C'est un chiffre qui est très important. Il faut savoir que historiquement, avant les attaques par ransomware, les attaques par virus, fonctionnait par opportunité. Dès que ça rentrait sur un de vos postes, sur un serveur, ça se propageait très rapidement et ça venait corrompre vos serveurs, vos données en les chiffrant de manière très rapide. Généralement, les sauvegardes étaient peu touchées historiquement, donc on arrivait régulièrement à restaurer rapidement des données. Et depuis quelque temps déjà, ces types d'attaques ont un petit peu évolué. Généralement, quand vous avez un ransomware qui rentre sur votre réseau, il dort au début, il va se mettre dans un mode où il va découvrir votre réseau, il ne va rien se passer, vous n'allez pas vous en rendre compte. Le virus va apprendre comment fonctionne votre réseau et il va cibler vos sauvegardes. Donc il va chercher sur le réseau à trouver vos stockages de sauvegarde, vos logiciels de sauvegarde pour aller les corrompre, supprimer ou chiffrer vos sauvegardes. Et une fois que ça c'est fait, il va chiffrer ou supprimer vos données. Et puis dans l'idée de vous bloquer complètement et de vous obliger à payer une rançon malheureusement. Donc ça, ce chiffre-là, ces facteurs-là, vous avez beaucoup de structures qui en sont déjà conscientes. Alors
cette statistique-là qui vous est présentée, donc c'est extrait d'une étude qui est réalisée par Vim, donc Vim, qui est une solution, un éditeur de logiciels de sauvegarde bien connu. Donc c'est leur étude qu'ils font tous les ans, donc là c'est l'édition 2022, l'étude qui couvre l'Europe. Alors ces chiffres représentent quand même plus globalement les structures un peu plus importantes en termes de taille. Donc c'est déjà voilà, c'est des structures qui ont déjà pris en jeu ces éléments-là. Et donc on voit très rapidement en fait qu'ils ont déjà, les gros, on va dire ça comme ça, ont déjà mis en place des protections nécessaires. Et on voit qu'il n'y a que 5% en fait des entreprises qui ont été interrogées qui n'ont pas encore mis en place de solutions d'isolation physique ou d'inaltérabilité des sauvegardes. Donc les gros acteurs ont vraiment pris conscience de ça. Ils ont fait le travail déjà. Donc il y a plein de solutions qui existent et ça permet à nous de vous proposer des choses derrière pour faire ça correctement. Justement, donc quelques solutions techniques pour vous présenter ça. Donc là, on parle vraiment de sauvegarde classique hein, pour sauvegarder des données qui sont sur vos postes ou sur des serveurs ou des infrastructures en local. Donc si on reprend un petit schéma pour que ce soit un petit peu plus parlant, là typiquement on a ce qu'on appelle donc une infrastructure ou un système de production hein, d'une entreprise. Donc ça peut être sur des serveurs plus ou moins complexes, peu importe, ou des données plutôt sur des postes de type des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes avec des données de comptables ou des données de CAO, DAO, ainsi de suite. Donc généralement le premier travail qui est fait quasiment partout, hein, c'est d'avoir un système de sauvegarde en interne dans l'entreprise. Donc ça peut être un serveur de sauvegarde, ça peut être un périphérique sur lequel on vient faire des sauvegardes, ainsi de suite, pour se dire régulièrement, par des tâches automatisées, on vient prendre les données et on les stocke sur ce système de sauvegarde. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va plus loin pour protéger les sauvegardes. Quelques éléments à ce niveau-là. Donc on va sortir des données potentiellement par un média qui est assez simple à traiter. C'est ce qu'on va appeler une cartouche. Donc une cartouche, c'est le terme vulgaire. Ça peut être un média donc type LTO. LTO, donc c'est la bande magnétique qui était très très utilisée il y a plusieurs années de ça, qui a un petit peu disparu et qui est revenu en force depuis quelques années déjà, parce que c'est une solution qui est plutôt simple à utiliser et qui fonctionne très bien, qui est assez sûre et c'est très facile à sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement écrire des sauvegardes sur une cartouche LTO. Une cartouche LTO, c'est pas plus grand c'est un petit peu plus grand qu'un smartphone, mais pas beaucoup plus. Donc en fait, cette cartouche LTO, vous pouvez très facilement la sortir de l'entreprise, la stocker dans des coffres au besoin, ainsi de suite, et avoir un jeu de roulement des différentes cartouches. Donc se dire, eh ben, on a une cartouche lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou alors on a une cartouche hebdomadaire, ou 2 cartouches, 3 cartouches en fonction de ce qu'on a à mettre dessus. Et en fait, c'est très facile de se dire, cette cartouche, c'est une cartouche lundi, la deuxième cartouche, c'est une samedi, ou alors je fais une sauvegarde mensuelle. Donc j'ai une cartouche que je vais appeler janvier, une autre février, mars, avril, mai, ainsi de suite. Et je gère mon roulement et ma protection de sauvegarde assez facilement. Le point qui est aussi important et bien avec cette solution-là, c'est qu'on arrive facilement à mettre un gros volume quand même de données sur une seule cartouche. Aujourd'hui, vous avez des évolutions qu'on appelle les médias LTO. On peut aller stocker jusqu'à, alors j'ai plus le terme, je crois que ça doit être 14 ou 16 Tera de données sur une seule cartouche sur les dernières générations. Donc c'est beaucoup de données et qu'on arrive à copier rapidement sur une cartouche et à relire aussi assez rapidement en cas de besoin. Un dernier point sur les cartouches LTO, il faut savoir aussi que c'est en cas de besoin sur des notions un peu plus de conformité, c'est quand même des médias qui est certifié pour ce qui est des notions d'archivage dans le temps. Il est certifié historiquement depuis toujours par les structures et par aussi les polices d'assurance, ainsi de suite, pour certifier qu'une cartouche qui est conservée dans un environnement sain, on peut la ressortir potentiellement dans 10 ans et elle sera toujours lisible.
Donc là, on parle de cartouches, ça peut être du LTO, magnétique, ça peut être aussi ce qu'on appelle des bandes RDX aujourd'hui. Donc RDX, c'est plutôt des disques durs qui sont à l'intérieur de cartouches, mais qui sont un peu plus spécifiques pour permettre de les éjecter, les réinsérer facilement en fait. Ça, c'est ce premier exemple de solution qui est plutôt simple à mettre en œuvre. Un deuxième exemple, c'est de s'appuyer sur des solutions techniques un petit peu plus avancées, ce qu'on va appeler du stockage objet ou du stockage immuable. Donc là, en fait, on vous parle de périphériques spécifiques de stockage qui sont faits pour stocker des données, un gros volume de données généralement, et qui sont faits pour traiter ces données et les protéger. Donc quand on vient stocker vos sauvegardes sur ce type de système, en fait, on vient indiquer au système de protéger les sauvegardes contre la suppression, contre la malveillance, contre la corruption. Et les données écrites peuvent être forcément lues pour restaurer les données, mais ne peuvent plus être modifiées pendant un temps qu'on configure, un temps donné, ce qui permet de protéger vos sauvegardes sur ces systèmes de stockage et d'aller facilement, régulièrement rajouter des sauvegardes dessus, avec potentiellement des gros volumes de données qu'on peut écrire en fonction des disques en fait, qu'on vient mettre dans la solution. Ce système de stockage, il faut quand même penser à le sortir d'une manière ou d'une autre, donc il faut dans l'idéal, il faudra que physiquement, il ne soit pas présent sur le même site de production, ou alors il faut, en plus de ça, prévoir un autre système pour sortir les sauvegardes du site. Un dernier point sur les solutions, que je pense que vous connaissez un petit peu tous aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les solutions qu'on va appeler du stockage cloud. Donc là, typiquement, c'est envoyer des sauvegardes à l'extérieur par vos liens Internet sur du cloud. Donc des solutions cloud de tout type. Il existe beaucoup de solutions aujourd'hui. On va vous présenter une juste derrière. Un exemple de nous, ce qu'on peut vous proposer. Donc ça peut être des solutions de stockage cloud, solution VFleet qu'on vous propose. Donc là, on parle plutôt de solutions d'acteurs régionaux stockés dans des data centers régionaux dans lesquels on a la maîtrise d'où sont les données. Ou alors, on peut s'appuyer sur des acteurs plutôt généralistes, plutôt, on va appeler ce qu'on appelle du stockage grand public, du cloud grand public, donc du cloud de type Azure pour Microsoft. AWS, c'est les solutions Amazon, où là, on peut prendre des abonnements. On vient payer avec des abonnements à ce qu'on consomme, au stockage qu'on consomme, et puis on envoie des données de manière assez facile, généralement, parce qu'on a juste besoin d'un lien Internet plutôt conséquent quand même, qui fonctionne bien, pour envoyer régulièrement des données sur le cloud qui dorment. Les données dorment sur ces stockages-là. Et puis, si vraiment un jour on a un sinistre majeur, on aura la possibilité de les récupérer avec ces éléments-là. Voilà, donc ça, c'est quelques solutions techniques qui vous permettent d'aller plus loin sur vos protections des sauvegardes et de se mettre en conformité pour bien protéger vos données. Il y a un point qui est important dans ces solutions-là. Potentiellement, il faut faire valider également les solutions qu'on va mettre en œuvre par votre assureur pour voir si les solutions qui sont définies sont validées dans les polices d'assurance pour la protection de vos données par votre assureur, parce qu'ils peuvent parfois, dans des situations, avoir des exigences précises et demander vous demander d'utiliser plus ou moins telle ou telle solution pour vous couvrir derrière. Hop, je passe sur ce point-là avant de rendre la main à Victor. Donc, le dernier aspect, une fois qu'on a mis en place la solution technique, on en a déjà parlé, c'est de faire un suivi. Donc, faire la politique de sauvegarde, c'est nécessaire. Mettre en place les solutions techniques et rédiger le plan de sauvegarde derrière, opérationnel, c'est primordial. Derrière, il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien et s'en assurer régulièrement. Donc, on fait des tests de restauration réguliers. Comme ça, ça nous permet de vérifier que les cartouches LTO et RDX sont bien lisibles, que dans l'outil qu'on utilise, la solution de sauvegarde, le process, il est bien identifié, qu'on sait comment on lance une restauration. Et derrière, ça nous donne aussi la notion de durée nécessaire pour restaurer un élément ou alors l'ensemble de vos données. On sait que pour restaurer un fichier, c'est très rapide. On sait que pour restaurer un email, c'est potentiellement très rapide. Pour restaurer tout un serveur, ça prend X temps. Pour restaurer l'ensemble des données, on va savoir, avec potentiellement une estimation, de dire que ça prendra une journée, ça prendra 2 jours. Et derrière, ça permet de se dire, est-ce que c'est acceptable ou pas?
Donc ça, c'est des données derrière qu'on représente généralement à la direction pour se dire, voilà, on a testé le système de sauvegarde. Si demain on a besoin de tout repartir de zéro, ben, on mettra 3 jours. Est-ce que c'est acceptable ou pas? Si oui, c'est très bien. Si c'est pas acceptable, eh ben, on essaie de revoir la copie. Voilà, j'ai terminé sur les aspects un petit peu techniques, bonnes pratiques, organisationnelles. N'hésitez pas, on peut échanger derrière, sur les questions-réponses si vous voulez approfondir des points particuliers. On est à votre disposition. Je rends la main à Victor, pour la suite de cette petite présentation. C'est bon pour toi, Merci Victor? Romain. Ouais, c'est bon. Super. Merci beaucoup. Donc, j'espère que tout le monde a bien suivi, tout le monde est prêt à mettre en place ou à améliorer sa stratégie de sauvegarde. Donc voilà, les solutions qu'on a évoquées, jusqu'ici sont bien évidemment prises en compte, pour toutes les études réalisées pour nos clients aujourd'hui. Avant d'échanger plus en détail, avec votre commercial référent, je vais vous faire un rapide focus sur notre solution de backup, backup as a service. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est Do BaaS. Nous on aime bien, on met des Do, devant nos produits et BaaS c'est backup as a service. Voilà. Et donc, dans la plupart de nos remises d'offres, vous aurez ce type de contrats qui vous seront proposés en matière d'externalisation de sauvegarde. Le petit focus, c'était pour faire la différence entre une solution DOBAS, donc une solution de backup externalisée dans nos data centers, versus des solutions de synchronisation de vos fichiers, type Dropbox, OneDrive ou Google Drive. Parce qu'on a régulièrement cet échange avec nos clients. Et donc, il y a une réelle différence entre avoir ces données dans le cloud, mais qui ne sont pas réellement sauvegardées, qui sont juste disponibles et sur multi-device, et une réelle sauvegarde de ces données-là qui ont leur importance. Donc, notamment, par exemple, les cas de figure qui peuvent arriver, c'est je supprime un fichier par erreur. Qu'est-ce qui se passe? Comment, comment je peux récupérer mon fichier si je fais ce type d'erreur? Et ben, effectivement, quand on est avec un Dropbox, un OneDrive, bon, bah, on a quand même une solution de corbeille ou des choses comme ça, mais c'est pas, vu qu'on n'a pas de sauvegarde, on n'a pas d'engagement de la part du fournisseur en question pour récupérer cette donnée-là. Le deuxième cas de figure, qui arrive de plus en plus désormais, c'est de subir une attaque par un rançongiciel qui va crypter les données. Et donc, le CryptoLocker, la synchronisation des données et également synchroniser des données qui sont cryptées sur votre poste. Et donc, même si elles sont parties sur le cloud, elles sont parties en version cryptée sur le cloud et donc, pareil, elles sont irrécupérables. Et bien voilà, aujourd'hui, avoir une réelle solution de sauvegarde, c'est avoir une garantie de récupération des fichiers sauvegardés. C'est une possibilité de versionning, donc du nombre de copies différentes de ce fichier, et un volume de fichiers qui est illimité. Bien sûr, le fait d'avoir un contrat de service avec Vfleet, c'est bénéficier de toute l'assistance de notre support, hein, pour la restauration et la récupération de ces données-là. On n'est pas abandonné dans la nature avec des outils qu'on ne connaît pas trop. C'est, voilà, vous avez un prestataire qui est là pour ça. Et donc, bien évidemment, on a possibilité de restaurer des fichiers de manière cohérente et on va jusqu'à des versions au quart d'heure près, qui peuvent aller sur les 40 derniers jours, au niveau des sauvegardes. Voilà. Heu, voilà pour cette partie-là. Pour, récapituler, différents avantages de la sauvegarde clé en main avec du Doubas qu'on a dans différents contrats. C'est, on choisit d'être protégé en cas de sinistre, hein, bien, comme précisait Romain, voilà, on a le sinistre naturel, on a la cyberattaque, mais aussi également d'erreurs humaines. Heu, Effacer un fichier par erreur, ça arrive plus souvent qu'on ne croit et donc on a des solutions pour ça. Le crash matériel également, on est en train de travailler sur un fichier, on n'a pas forcément pensé à l'enregistrer ou à le sauvegarder. Heu, voilà, on peut récupérer la dernière version au quart d'heure près dans la sauvegarde. Donc c'est de la sauvegarde et supervision en temps réel, restauration à 15 minutes.
ces solutions de sauvegarde externalisée sont certifiées ISO 27001 et HDS. Donc, c'est des niveaux de certification qui sont liés justement à ces principes de sauvegarde et de stockage de données. Et donc, on a, nous, à notre niveau, un support proactif qui va justement veiller à la bonne exécution des sauvegardes. On a intégré également le test de restauration. Enfin, voilà, toutes ces fonctionnalités-là. euh, Bah, j'ai envie de dire, parlez-en à votre commercial, quoi, tout simplement. Ce que vous devriez retenir par rapport à tout ce qu'on vous a présenté ici, bon, c'est un petit résumé, une petite conclusion. Heu, voilà, aujourd'hui, c'est la sauvegarde, c'est un sujet qui mériterait réellement que vous preniez le temps de faire le point. Vous avez, je pense et je l'espère, tous une stratégie de sauvegarde déjà en place. Elle est certainement très bien pensée. Elle a peut-être un état d'avancement qui est déjà opérationnel par rapport à tout ce qu'on vous a donné ici. Mais voilà, prenez le temps de bien y réfléchir. Est-ce que, ma stratégie est bonne? Est-ce que j'ai des modifications à apporter? Est-ce que c'est également validé avec la direction? Est-ce que, voilà, si demain mon plan de gestion de crise, il arrive quelque chose, comment ça se passe? Comment je réagis? Ne pas se trouver dans la situation où, bah, on est démuni face à un incident majeur, quoi. Voilà. Et donc, les stratégies, les technologies et aussi, votre volume de fichiers, vos fichiers, votre sauvegarde, vos fichiers à sauvegarder, ça évolue tout ça dans le temps. Et donc ça n'est rien que pour ça, il faut faire un point régulier sur votre stratégie. Voilà, donc, votre interlocuteur dédié, une nouvelle fois, n'hésitez pas à prendre contact, avec les différents, intervenants du groupe Vflit. Nous Bah, voici, arrivés, à la fin de cette présentation. On arrive sur le moment où on va pouvoir répondre à vos questions, échanger avec vous. ouais. Je vais Donc oui, vas-y je Romain. vais juste commencer parce qu'il y a une question qui a été posée, dans le petit QR, de Teams, donc je vais quand même en parler rapidement. J'ai répondu dans le commentaire, mais je vais, en reparler rapidement. Donc une question qui était: «Il faut donc garder les sauvegardes plutôt que les écraser?» C Ça va tout dépendre de la stratégie nécessaire pour vos données. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'avoir des sauvegardes simples, de se dire: «Je sauvegarde sur une semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et puis la semaine d'après, je réutilise les mêmes jeux de sauvegarde», c'est c'est pas assez aujourd'hui, parce qu'on parle de protection. Il faut garder plus longtemps, en fait, les sauvegardes. Donc on ne vous dit pas de garder éternellement vos sauvegardes, mais il faut avoir des sauvegardes plus longue, avec un historique un peu plus long pour se protéger, notamment ce qu'on va appeler les crypto-dormants. Donc, c'est les virus qui justement intègrent les données, enfin dans vos données, et dorment. Ils peuvent s'activer, mais généralement jusqu'à un mois, des fois, après, une fois qu'ils sont arrivés. Donc là, c'est bien d'avoir des sauvegardes quotidienne forcément, parce qu'on des fois on supprime, on fait une mauvaise manip, on a besoin de repartir de la donnée la plus récente la veille au soir ou le midi, s'il y a des sauvegardes le midi, ainsi de suite. Donc là, on a des jeux de sauvegarde qu'on écrase régulièrement en fait. On remet, voilà, des cartouches quotidiennes. Par contre, à côté de ça, d'avoir des sauvegardes hebdomadaires ou mensuelles ou annuelles, pour se dire: «Bah, on a un jeu de sauvegarde qui dort dans un coin, hein, sur une bande qui est au coffre, sur un stockage, en cloud, je ne sais où». Heu, Généralement, bah, on va peu les utiliser, mais en cas de sinistre majeur, bah, là, potentiellement, ça peut, nous redonner des éléments qui ne sont pas forcément les plus à jour, mais nous redonner des éléments, et ça peut être très important, pour, la pérennité d'une structure en cas de besoin. Voilà, je voulais rajouter ça. N'hésitez Une pas, autre Michel. question dans la conversation visiblement. Oui, quelles sont les différences entre BAS et DERAS? Heu, donc du coup, je réponds Victor si tu veux. Oui, oui, Donc BAS, je c'est vraiment la notion de backup, donc backup as a service. On externalise un jeu de vos données de sauvegarde. Donc on va stocker, chez nous par exemple ou à un autre endroit, vraiment des données de sauvegarde. Et le DDRAS, c'est plutôt du disaster recovery. Donc là, c'est plutôt des solutions de reprise d'activité.
à l'extérieur. Donc plutôt que d'externaliser un jeu de vos sauvegardes, par exemple, on va vous proposer d'externaliser un jeu de vos serveurs, enfin une copie de vos serveurs, par exemple, pour permettre de faire des redémarrages en cas de sinistre majeur, plutôt des solutions de redémarrage rapide de vos serveurs dans un cloud, sur nos solutions, ainsi de suite. Voilà un petit peu la différence. Donc, dans la première, c'est vraiment, on fait des sauvegardes qui sont dormantes et ça nous permet de restaurer des données. Et la partie DDRAS, c'est plutôt de disaster recovery. C'est si j'ai perdu toute mon infrastructure en local, comment je peux repartir rapidement avec un redémarrage d'activité côté informatique, on entend. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Alors, une autre question, est-ce qu'à terme, la technologie blockchain va pouvoir faciliter la sécurisation de nos données? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la blockchain, pour tout vous dire. Je ne sais pas quelle va être la liaison qui sera faite aujourd'hui, enfin demain, entre les technologies qui existent justement de blockchain à travers le monde, sur le web, et par rapport aux données des entreprises. Pour moi, la partie blockchain aujourd'hui, ça nous permet en effet de certifier une donnée, un composant avec justement des micro-données, des micro-data qui sont stockées dans la blockchain à travers le monde. Donc de certifier qu'une donnée est bien celle qu'on entend. Donc je ne sais pas quelles seront les applications demain. Mais je sais, peut-être que ça peut justement avoir un croisement avec les systèmes de sauvegarde plutôt entreprise, plutôt locale aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas à ce jour en tout cas. Mais peut-être que ça pourrait se développer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme blockchain, alors, je suis vraiment pas un spécialiste à ce niveau-là, hein, mais c'est vraiment utiliser des ressources qui sont réparties à travers le monde pour stocker des données et en fait, on va dire plutôt chiffrer des données, stocker des données et s'assurer que ces données-là, en fait, avec les différents composants qui sont stockés dans cette masse à travers le monde, soient toujours la bonne donnée, en fait, et qu'elle soit certifiée, qu'on ne puisse pas la modifier ou quoi que ce soit. C'est ce qui est notamment utilisé pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies s'appuient sur la blockchain et c'est ce qui est utilisé aussi pour ce qu'on appelle les NFT, les sortes d'œuvres d'art en ligne que vous pouvez acheter aujourd'hui, sur lequel certains font des investissements pour voilà, vous acheter une œuvre d'art numérique. Sa preuve d'authenticité est stockée dans la blockchain. Alors, plusieurs questions. Pourrions-nous avoir une copie de votre présentation? Alors, je ne sais pas ce qui est prévu à ce niveau-là. Généralement, on essaye de faire je ne sais pas si on vous enverra toute la présentation, mais généralement, on fait On va des essayer de sortes de faire un fiches condensé, synthèse, ouais. voilà, d'une sorte de synthèse des mots-clés, des grandes lignes, ainsi de suite, qu'on pourra, j'espère, oui, vous communiquer. Une autre question. Dans la règle 3.2.1, peut-on considérer un réplica comme une sauvegarde? Alors, pas exactement. Le réplica, par contre, peut répondre. Alors, il ne va pas s'intégrer dans le numéro, dans le petit chiffre 2, on va dire, parce que on sera sur le même type de stockage que votre donnée. Généralement, les réplicas sont stockés sur des serveurs, sur des disques. Par contre, ça peut répondre à un besoin dans les 1, par exemple, se dire on a un réplica qui est sur un autre site. Et ben là, ça me protège contre le risque environnemental. Par contre, ça ne protège pas contre une attaque virale, malheureusement, potentiellement. Donc ça peut s'intégrer dedans, mais pas pour répondre à tous les besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez que Ah, je ouais, donne si vous accès au voulez, micro. en effet, ouais, parler directement, n'hésitez pas, on peut vous réactiver le micro si vous souhaitez ou par le chat, il y a Pour aucun rappel, lever la souci. main, c'est un petit bouton Mmh, que vous avez en haut dans le menu, hein. Je ne vous verrai pas mmh, si vous levez la main mmh, après. mmh. OK. Je pense qu'a priori, je vois pas d'autres questions arriver. OK. Bon.
dans tous les cas, n'hésitez pas si, suite à cette présentation, vous avez d'autres points que vous voulez, affiner ou creuser, contactez en effet votre interlocuteur qui vous suit au sein du groupe, pour qu'on puisse répondre potentiellement à votre interrogation. Ah, et pour compléter, sur le BAS et le DRAS, ils sont effectivement complémentaires. Mmh. Ouais, en effet, sachant que voilà, la partie DRAS, se permet, enfin, il faut se poser plus de questions, hein, parce que la reprise d'activité côté, on va dire, environnement extérieur pour l'informatique, ça nécessite des points particuliers d'interconnexion, voilà, des sujets pour se connecter, que les utilisateurs puissent se connecter aux plateformes, ainsi de suite. Donc c'est une réflexion un peu plus globale qui doit être menée pour ça. Mais oui, c'est complémentaire. Parfait. OK. Je me permets un dernier temps avant de tous vous libérer, ce serait de prendre quelques minutes pour, répondre au sondage. Alors je ne sais pas s'il s'affiche sur vos écrans à l'instant. Parfait. Du coup, écoutez, n'hésitez pas, et puis si pour ceux qui se déconnectent, parce que je suppose que vous avez forcément d'autres choses à faire, on vous remercie pour votre participation, de nous avoir écoutés. On espère qu'on a été le plus clair possible, de ne pas avoir pris trop de votre temps en ce début de journée, et puis, on vous souhaite une excellente journée, une bonne continuation, heu, pour cette fin de semaine. Merci à tous pour votre attention et une bonne semaine également. Et merci pour vos messages. Merci et bonne journée. À bientôt, au revoir.